Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Aujourd'hui, on vous propose une émission centrée sur les enfants. Alors tout à l'heure, nous vous ferons découvrir ce nouveau projecteur Made in France adapté aux enfants qui propose un univers très doux, très poétique avec une lumière adaptée bien évidemment pour éviter le danger des écrans. 2 années de recherche et développement pour être au point. Leur innovation, on en parlera avec l'une des fondatrices. Mais tout de suite, on va s'intéresser à une sucette qui fait partie du patrimoine français, un peu comme les bêtises de Cambrai, les calissons d'Aix ou encore les berlingots de Carpentras. Là, il s'agit de Pierrot Gourmand. Comment réussir à garder son âme d'enfant lorsque l'on a presque 130 ans? On en parle tout de suite dans C'est ça la France. Sud Radio C'est ça la France. Et nous sommes en ligne avec Marie Lafont. Bonjour Marie. Bonjour. Alors vous travaillez chez Pierrot Gourmand, vous connaissez très bien cette jolie marque qui existe depuis 1892. On a tous un peu ce goût d'enfance, finalement, ce caramel au lait. Ça a traversé les générations. Tout à fait, c'est vrai que la sucette, comme vous l'avez si bien dit, cette marque Pierrot Gourmand emblématique qui a eu 130 ans l'an dernier, et cette sucette caramel au lait frais que tout le monde connaît et qu'on effectivement on ne s'en lasse pas, une recette inchangée depuis que 100 ans, donc voilà, c'est quand même un produit iconique de la marque. Qui a eu l'idée de cette sucette et surtout d'avoir associé son image à ce personnage un peu lunaire, un peu imaginaire et très attachant? Tout à fait. C'est Georges Evrard, en fait, qui a fondé la marque Pierrot Gourmand. Et en fait, finalement, c'est lui le créateur aussi de cette sucette, ce sucre cuit sur un bâtonnet à l'époque en rotin de Madagascar. Donc, pour éviter de se salir les doigts, s'est dit, mais pourquoi ce sucre cuit, on pourrait pas le mettre sur un bâton et plutôt apprécier ce format sucette plus pratique à déguster. Donc, c'est lui le créateur à l'origine. Et donc, aujourd'hui, on va la retrouver sous différentes saveurs en plus du caramel au lait frais, avec ce personnage de Pierrot Gourmand, ce petit Pierrot, qui est sur sa lune et que très poétique, c'est aussi cette signature de marque très forte. C'est si bon d'être dans la lune. Prendre le temps de déguster une sucette, c'est quelques minutes, qu'on s'offre un petit peu. Donc c'était aussi cette manière-là très poétique de déguster une sucette. Qu'est-ce qui a fait son succès à cette sucette? Alors la sucette caramel au lait frais, on va être ça a coupé. Non, je vous entends très bien, allez-y. Alors effectivement, cette sucette caramel, elle a passé les âges et elle est toujours, elle reste inchangée dans sa fabrication et dans sa manière d'être présentée. Elle a eu différentes époques, mais aujourd'hui on va la retrouver finalement dans son habillage d'origine de papillote papier et un bâtonnet en bois de hêtre français, qui permet aujourd'hui de répondre aussi à une volonté d'emballage plutôt plus éco-responsable et surtout recyclable. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que vous avez gardé le même packaging, la même forme. Ça n'a pas énormément changé à ce niveau-là. Alors ça n'a pas du tout changé. Le moule est resté le même en termes de forme. On retrouve le poinçon PG sur la sucette. Vraiment, cette fabrication est ancestrale et finalement on garde cette tradition, ce savoir-faire là du confiseur qui a passé les âges et aujourd'hui qu'on peut retrouver toujours dans cette manière de cuire le lait, le sucre ensemble pour en faire cette sucette vraiment très gourmande. Alors on parle beaucoup du caramel, mais depuis Pierrot Gourmand s'est décliné dans toutes les saveurs possibles. Où est fabriquée la sucette aujourd'hui? Dans quel coin de France? Eh bien aujourd'hui, on va nous retrouver dans le sud de la Corrèze, à Altillac. Dans un joli département. Et c'est vrai que à l'époque, Pierrot Gourmand avait son entreprise en région parisienne. Et elle a migré et est venue s'installer en campagne corrézienne, donc où finalement est fait toute la fabrication de nos sucettes. Et comme vous l'avez dit, tous ces différents parfums qu'on peut retrouver aujourd'hui et qui s'est décliné au fil des ans. Alors cette sucette, elle a eu plusieurs vies, plusieurs propriétaires. Comment fait-on justement pour traverser les décennies? Eh bien, il y a eu une belle époque de Pierrot Gourmand. Je pense que les plus grands enfants, on va dire, s'en souviennent très bien. On retrouvait la sucette dans les boulangeries notamment ou dans les bureaux presse. Donc elle a évolué.
Après, il y a eu une petite période d'endormissement. Voilà, c'était un peu la belle endormie Pierrot Gourmand et qui s'est réveillée là l'année 2021 quand on a relancé la marque. Voilà, pour venir la remettre au goût du jour et pas qu'elle se perde dans l'oubli parce que voilà, c'est une belle marque bien ancrée dans le territoire français. Mais oui, une marque ancrée, une marque qui a une histoire et qui arrive finalement à se frayer un chemin au milieu de tous ces autres bonbons qui font partie aussi du quotidien des enfants. Du coup, au niveau de la stratégie, comment a-t-elle évolué? Est-ce que c'est dans la distribution? Est-ce que c'est dans le discours? Comment avez-vous réussi justement à continuer à séduire les nouvelles générations? Alors effectivement, 100 ans, c'est très beau, ça fait une belle histoire à raconter, mais c'est aussi remettre la sucette aujourd'hui. Alors on est sur une fabrication française, je pense qu'on ne le dit pas assez, et pourtant les consommateurs cherchent ce savoir-faire en local, plus proche de chez nous, sur des ingrédients aussi de qualité. Donc la sucette caramel au lait frais qui est fabriquée chez nous en Corrèze. Voilà, on va chercher le lait au plus proche au niveau des producteurs. On va vraiment chercher aussi sur les emballages des entreprises françaises, pour ancrer dans le territoire français finalement toute cette fabrication à chaque étape et pouvoir garder un produit de qualité français aussi et qui va se positionner aujourd'hui dans différents réseaux type épicerie fine. On retrouve encore les petits commerçants de quartier, au cœur un peu de la tradition du savoir-faire français, les boulangeries, les buralistes, les épiceries. Tout à fait. C'était aussi une volonté, et historiquement, Pierrot Gourmand a toujours été présent dans les boulangeries et c'était aussi une volonté d'y rester parce que c'était notre réseau initial et dans lequel on nous retrouve facilement. Je pense que tout le monde a en tête ce buste Pierrot Gourmand, cette iconique buste vintage qu'on retrouve dans les boulangeries et sur lequel sont piquées les sucettes. Donc effectivement, et on vient piocher son petit parfum préféré. Est-ce qu'elle s'exporte, notre sucette française faite en Corrèze? Et oui, la sucette Pierrot Gourmand, effectivement, est appréciée aussi à l'export, parce que le savoir-faire français est quand même bien reconnu. Nous, on l'a sur la confiserie, mais d'autres marques l'ont pour leur savoir-faire aussi. Donc, on va nous retrouver aussi sur la zone Asie également. Alors, j'imagine qu'en Asie, le fait d'être une marque qui a une histoire ancrée dans la tradition française, ça doit être une plus-value. Tout à fait. Ils apprécient ce côté vraiment français ancré, cette histoire qui se raconte au fil des ans, quelque chose qui fait sens et pour lequel on a une belle histoire derrière et un vrai savoir-faire reconnu, donc qui plaît et qui est du coup apprécié aussi bien par les expatriés que les locaux. Alors ces derniers temps, on a eu beaucoup d'entrepreneurs dans le monde de la gastronomie, de la confiserie, qui nous parlaient des difficultés rencontrées notamment avec la hausse des matières premières, la hausse du prix de l'énergie. Est-ce que les sucettes sont impactées également dans leur façon de fabriquer, dans la consommation que ça demande en termes d'énergie pour fabriquer des sucettes? Et oui, on a eu effectivement, nous aussi, on n'a pas été mis de côté pour le coup et effectivement, aussi bien sur la partie emballage que les matières premières ont pris de fortes hausses. Donc on a essayé de limiter au maximum, mais effectivement, c'est arrivé comme pour beaucoup de fabricants, c'est arrivé de plein fouet et il faut pouvoir derrière quand même poursuivre et pouvoir proposer à nos consommateurs quand même des produits toujours de si bonne qualité à des prix qui restent toujours entendable, on va dire. Entendable, oui, accessible. Donc, tout à fait. On a ce réseau de distribution, puis les salons sont importants, comme le salon du Made in France, où vous êtes en ce moment et qui a toute sa place dans pour une marque comme Pierrot Gourmand, qui est entièrement fabriquée sur le sol français. C'est important pour vous, ce genre de salon, pour peut-être tester un peu les avis des passants, pour aussi rappeler que c'est fait entièrement en France? Bien, tout à fait. C'est avec plaisir que cette année encore, donc pour la 3e fois, on se retrouve avec nos consommateurs sur le salon du Made in France. C'est l'occasion pour nous de les rencontrer finalement, parce que on nous trouve dans différents commerces, mais on n'a pas de boutique physique qui nous permettrait de rencontrer nos propres consommateurs. Donc c'est l'occasion aussi d'échanger avec eux, de partager un petit souvenir. Souvent c'est ça, la sucette Pierrot Gourmand, c'est un beau souvenir, chez les parents, chez les grands-parents, quelque chose qui se partage, un petit côté nostalgique. Et donc, effectivement, ce salon du Made in France, aujourd'hui, fait partie de nos moyens de rencontre, de communiquer sur la marque également pour dire, la marque Pierrot Gourmand est toujours bien présente et évolue aussi. On en a parlé très rapidement tout à l'heure, mais
voilà, on a les sucettes, mais on a aussi d'autres confiseries qui viennent s'ajouter à la gamme. Donc voilà, ça fait partie des salons importants pour nous aussi, pour promouvoir notre savoir-faire français. Et cette année également, on a eu la chance d'être primé aussi à la grande exposition du fabriqué en France à l'Élysée. Donc les laitue caramel les frais, pardon. Ah bah oui, attention, la saveur traditionnelle. Tout à fait, a eu sa place et a été récompensé parmi plusieurs centaines de dossiers. Et donc effectivement, c'est une grande fierté de nous voir exposés à l'Élysée pendant le premier week-end de juillet, voilà, auprès de belles marques qui étaient également présentes. Donc voilà, on est toujours très 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 content de pouvoir voir aussi cette reconnaissance du patrimoine français sur notre savoir-faire. Surtout pour une belle marque comme celle-ci, on l'a dit, 130 ans l'année dernière et relancée il y a 2 ans, en 2021. Merci beaucoup Marie Lafont d'avoir pris le temps de nous raconter cette belle histoire de Pierrot Gourmand. Puis on vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Allez, on va se quitter un court instant, puis on se retrouve juste après avec cette France qui innove et ce projecteur pour enfants 100% Made in France. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On va s'intéresser à cette France qui innove avec ce projecteur Made in France qui s'adresse aux enfants avec ses belles histoires animées. Il s'appelle Tikino et l'une de ses fondatrices est avec nous en studio, Lorraine Altmaier. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Lorraine. Bonjour. Elle est venue accompagnée de Tikino, ce projecteur qui est dédié aux enfants. Alors, racontez-nous, parce que c'est un projecteur pour les enfants, c'est un joli produit, en association notamment avec Bayard Jeunesse, que tout le monde connaît pour ces belles histoires que l'on peut justement conter à travers donc ce projecteur. Quel est le concept et qu'a-t-il de particulier par rapport à un autre projecteur que l'on pourrait utiliser à la maison pour ses enfants ? Alors c'est un projecteur qui a été pensé spécifiquement pour eux. On a eu un peu plus de quasiment 2 ans de R&D pour vraiment trouver un objet qui permette aux enfants de profiter de l'image animée mais sans les effets nocifs des écrans électroniques. Parce que ça fait partie des craintes des parents, c'est l'exposition aux écrans bien évidemment. Des craintes, oui en effet, et puis c'est surtout des faits. On voit que les études scientifiques aujourd'hui montrent que l'exposition, l'utilisation en tout cas des écrans électroniques pour les enfants quand c'est répété et de manière prolongée a des effets considérables sur leur santé. Donc on a voulu développer un projecteur qui leur permet de regarder donc des vidéos légèrement animées, sans lumière bleue directe dans les yeux, et surtout avec un rythme d'animation des contenus qui est vraiment adapté à leur âge. Donc en fonction de l'âge des enfants, on va proposer des contenus qui sont plus ou moins animés pour eux, à travers notre catalogue. Donc il y a une envie d'avoir un univers très doux, très poétique. Alors ça fonctionne comment concrètement ? J'imagine que c'est simple d'utilisation. Alors exactement, il a été pensé... Parce que ça reste entre les mains des enfants parfois, oui, c'est ça ? Tout à fait. Il a été pensé pour être utilisé à partir d'un enfant à partir de 3 ans. Donc vraiment très peu de boutons, très simple d'utilisation, très intuitif, robuste. On a réfléchi aussi à un système de cassettes optiques flottantes pour qu'il soit adapté aux enfants et à leur parfois manque de précaution. Il les contient du contenu embarqué, à peu près 2h30, et ensuite on peut compléter son projecteur avec des contenus qui grandissent avec l'âge de l'enfant. Donc le parent peut aller choisir sur notre catalogue en ligne du contenu entre 3 et 10 ans et le télécharger dans l'appareil. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure ? Vous étiez avocate, rien à voir avec l'univers de l'entrepreneuriat, et il y a cette envie de Tikino ? Oui, alors une grande envie d'entreprendre depuis longtemps et vraiment cette réaction face au fait à l'époque de mettre entre les mains des tout petits, parfois même des bébés, des écrans électroniques, des tablettes, des smartphones. Et vraiment, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une solution qui leur permette de profiter de l'image animée, mais sans passer par des objets qui ont été 100% conçus pour des adultes. Et on voit les effets aussi négatifs de ça, c'est que l'enfant, quand il a une tablette ou un smartphone, peut vite tomber sur des contenus qui ne sont pas adaptés à lui. Ça dérape très vite. On a beau essayer de sécuriser comme on peut ou comme on essaye, ça marche pas toujours. Et puis surtout, c'est des écrans qu'on regarde à 30 cm des yeux avec la lumière bleue directe. Donc l'envie, elle est vraiment venue de là, de se dire, il y a forcément un moyen d'utiliser tout le pouvoir divertissant et éducatif de l'image, mais sans les effets négatifs. La seule chose, c'est que j'imagine, faut être présent pour la durée. Pour mettre stop, pour justement... Alors le contenu s'arrête... Alors, tous nos contenus ont des durées variables et le contenu s'arrête une fois qu'il est terminé, ça n'enchaîne pas sur un autre.
Donc si le parent décide que ça s'arrête, que ça s'arrête. Voilà, exactement. Mais l'intérêt, c'est aussi de pouvoir le laisser seul entre les mains de l'enfant et de pas nécessairement être à côté et de se dire si jamais le contenu est terminé, vite, faut que j'y aille, sinon il peut déraper sur autre chose. Oui. Non, c'est quand même un appareil qui est sécurisé, donc ce n'est pas très grave si l'enfant a terminé le contenu et que le parent n'est pas revenu à temps. Alors quand on a des appareils électroniques comme celui-ci entre les mains, on se pose toujours la question du fabriqué en France. Alors ce produit est fabriqué dans quelle région de France ? Il est fabriqué dans le Nord. Les cartes électroniques et l'assemblage est fait dans le Nord de la France. En revanche, les différentes cartes, les différents composants ne sont pas fabriqués en France, c'est assemblé en France. Oui, tout à fait. Le système optique, les pièces en fait qui composent le système optique, le ventilateur notamment, la batterie, puisque c'est un appareil qui est aussi sur batterie, proviennent d'Asie. Comme quasiment la majorité des produits électroniques. Oui. Parce que c'est compliqué, j'imagine que vous avez fait des recherches, vous avez essayé de trouver des entreprises dans le marché de l'optique pour pouvoir justement travailler 100% sur le territoire français. Oui, c'est très compliqué. Surtout quand on commence à toucher à l'optique, on a découvert cet univers-là qu'on ne connaissait pas avec mon associé. Et c'est très compliqué. Donc on a réussi déjà à trouver une usine qui puisse faire l'assemblage et ça a été déjà... le parcours du combattant. Ouais, ça a été un bon parcours du combattant. Et on est ravis en tout cas de pouvoir le faire. Mais quelles sont les difficultés les principales difficultés rencontrées quand on a une belle idée comme celle-ci, qu'on va à la rencontre des industriels pour la mettre en œuvre? En fait, il y a très peu d'usines en France qui le font. L'optique est vraiment... l'Asie a pour ça un monopole de toute la fabrication des projecteurs et que ça nécessite un savoir-faire qui est très spécifique, des conditions d'assemblage très spécifiques avec des salles pressurisées, des salles blanches qu'il n'y a pas dans toutes les usines, c'est même assez rare. On peut le trouver par exemple dans tout le domaine pharmaceutique et aussi en optique, mais il y a peu d'usines en France qui le font. Ouais. Donc on s'est confronté en effet à cela quand on a développé notre projet. Mais alors l'entreprise dans le nord de la France, vous le disiez à l'instant, ça n'a pas non plus été très simple au départ pour trouver justement un bon partenaire pour avancer. C'est quoi ? C'est parce que on est encore un peu frileux aujourd'hui en France quand on a des jeunes comme ça qui arrivent avec une belle idée, parce qu'on ne sait peut-être pas non plus si ça va marcher, quelles seront les quantités commandées, fabriquées. C'est compliqué de trouver justement un partenaire ? Oui, parce qu'il faut trouver un partenaire aussi qui accepte de se lancer avec une start-up. On crée un projecteur, mais évidemment on n'est pas Samsung, on n'est pas Philips, on n'est pas... donc on est jeune start-up. Il faut aussi qu'il y ait une relation de confiance réciproque qui se crée. Nous envers l'usine, mais inversement, l'usine aussi envers nous. Est-ce qu'on aura les capacités de suivre ? Est-ce qu'on aura les capacités de suivre en volume ? C'est tout aussi une question. Voilà. Donc c'est vraiment une rencontre des deux côtés et en tout cas on a été ravis de rencontrer notre partenaire et de pouvoir nous lancer depuis notre lancement, 1 an et demi à peu près. Ouais. Alors quel bilan vous dressez après 1 an et demi ? Alors, j'ai presque envie de dire, il faut demander aux parents qui l'utilisent. Et ça, on a des retours quasi quotidiens. Combien de parents, d'ailleurs, aujourd'hui, utilisent Tikino ? On a une petite idée ? Plusieurs milliers en France et en Belgique, notamment. On a beaucoup de retours sur le fait que les parents nous disent c'est vrai que quand on éteint l'appareil, les enfants sont pas énervés, contrairement à un écran électronique. Et ça a été un pari qu'on a voulu faire et c'est la raison pour laquelle on a voulu le lancer. Essayer de trouver un moyen de ne pas avoir de crise quand on éteint un dessin animé. Et aujourd'hui, on l'entend de la part de nos parents et on se dit ouf. Ce pari est réussi. Ouais, on a parié là-dessus, on a parié sur le fait qu'il fallait ralentir le rythme. Et on n'était pas sûr que les enfants soient aussi captivés. Et en fait, ce pari-là, aujourd'hui, on l'a gagné parce que les enfants sont non seulement captivés, mais aussi, ils sont pas énervés quand on l'éteint. Et ça, vraiment, on a énormément de parents qui nous font ce retour. Donc ça, c'est une grande satisfaction. On commence à se développer en e-commerce et dans les écoles aussi, les hôpitaux. Les hôpitaux ? Et les hôpitaux. On a eu... alors, c'est naturellement, spontanément, on n'avait pas forcément pensé. Et en fait, on a eu beaucoup de personnel médical qui sont venus nous voir en nous disant mais ce serait tout à fait adapté à des enfants hospitalisés, notamment soit sur la longue durée, soit recevant des soins assez lourds. Les écrans électroniques classiques n'étant pas adaptés dans les hôpitaux pour les effets sur leur santé qu'on connaît. On vit en Tikino une alternative et en plus comme ils projettent aussi au plafond les enfants qui sont hospitalisés sur un lit d'hôpital pendant relativement longtemps et les enfants aussi handicapés trouvent une bonne alternative parce que c'est doux, c'est lent et puis il y a un côté immersif qui vraiment les distrait. Et donc on a vraiment vocation nous aussi à vouloir s'implanter dans le plus d'hôpitaux possible et de milieux médicaux d'ailleurs généraux dans les associations également. Alors au niveau du catalogue justement, oui. Il est fourni que par vous ou on peut
télécharger ce qu'on veut? Comment ça se passe? Alors, il fonctionne, il diffuse uniquement les contenus de notre catalogue. Donc, on a soit produit en interne, soit avec des partenaires, tout en suivant une ligne éditoriale vraiment très stricte. Et je reparle encore là du rythme d'animation de nos contenus, c'est vraiment notre spécificité. Oui. Et donc, on voulait évidemment pas forcément qu'à travers notre projecteur, eh bien, on puisse diffuser des contenus qui soient avec des contrastes colorés très importants, des clignotements et un rythme d'animation très important. Il y a une charte à respecter pour entrer dans votre catalogue. Complètement. Et c'est vraiment plusieurs critères à la fois. Hein. Il y a l'univers doux et poétique dont vous parliez, mais la rapidité d'image, les contrastes, etc. Donc c'est la raison pour laquelle on a voulu vraiment garder cette ligne éditoriale, que ce soit avec soit nos propres contenus, soit tous les partenaires avec lesquels on travaille aujourd'hui. Quelle est la prochaine grande étape alors pour Tikino? Continuer à faire des salons, se faire connaître? Alors se faire connaître, là, tout à fait. Se développer dans les écoles, c'est une grande étape. Et puis développer là nos réseaux de distribution. On commence petit à petit à se faire connaître et puis à ouvrir de nouveaux pays. C'est aussi une grosse étape, une grande étape. Merci beaucoup Lorraine Altmaier de Tikino d'avoir pris le temps de nous présenter ce projecteur Made in France adapté pour les enfants. Merci à vous. Et on va continuer notre voyage cette fois-ci avec Thibaut, le French Trotter. Merci. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.